to change the air.
Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour Master, bonjour Michel, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Nous voici donc réunis pour les sorties ciné de la semaine. C'est parti, let's go. Pas grand chose d'autre à dire, il a fait froid. Froid et humide aujourd'hui. Donc c'était pas la joie. Ah ouais, j'attendais ça. Attends, j'ai un truc qui est en cours de préparation. Est-ce que ça voudrait se dépêcher? Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Non, forcément, ça va pas se dépêcher. Bon, je vais mettre comme ça. Je fais ça. Enregistrer. Hop. Tac, nickel. Comme ça, on est tranquille. Hop, allez. C'est parti pour les sorties ciné de la semaine avec un premier film qui signe le retour de Nicole Kidman au cinéma. Film qui a été présenté à la Biennale de Venise. Baby Girl. Interdit aux moins de 12 ans. Car catégorisé érotique. Alors, j'ai pas vu le film, mais bon, la bande-annonce laisse comprendre pourquoi. On regarde ça tout de suite. Good girl, good girl. Being a CEO means being a collaborator and a nurturer. Don't you have to be at work? Everyone is just waiting for me to buckle under the pressure. Is now a good time to introduce the interns? Yeah. Hey, how'd you get that dog to calm down? I gave it a cookie. You always have cookies on you. Why, do you want one? Who decided to make me a part of that mentor program? You have 7 minutes. So, how did it start? I see myself as a... Power-hungry personality? You think that's what I am? I think you like to be told what to do. Sorry, I didn't mean to... That was incredibly inappropriate. Your behavior is unacceptable. Is it? If we're gonna do this, we need to set some rules that you and I both agree on. Did you order this? Starting with, I tell you what to do and you do it. And if I don't? Get on your knees. No. What? Get on your knees now. I'm... Is that what you want? You're very young. I don't want to hurt you. Hurt me? I think I have power over you. Because I could make one call and you lose everything. Does that turn you on when I say that? Oh, hey, you forgot your laptop at the office. Mom, can Mary sleep over? I genuinely believe women with power would behave differently. Want to stop? You seem liberated. I've never experienced anything like this. Good girl. Voilà pour cette bande-annonce. Monsieur Ponymède-Grump, bonsoir, comment vas-tu? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Fraîchement. Fraîchement, en plus, là, c'était un froid humide aujourd'hui. Brrr. C'était pas très agréable. Mais bon, à part ça, ça va. Naissance du projet, une amie de la réalisatrice Alina Rajn lui a un jour partagé l'histoire d'une femme qui, tout au long de ses 25 ans de mariage, n'avait jamais eu d'orgasme avec son mari.
Cette révélation la laissa à la fois impressionnée mais peu surprise. Dans Baby Girl, remis le personnage de Nicole Kidman, qui du coup a été récompensée du prix de la meilleure actrice à Venise, est façonné par cette même intériorisation en tant que PDG accompli, mère et épouse new-yorkaise modèle, Romy vit dans un univers où règne le contrôle, la planification méticuleuse et une vigilance constante de l'image qu'elle renvoie au sein d'un milieu dominé par les hommes. Elle n'a jamais ressenti de véritable plaisir dans son mariage. De longue date avec Jacob, son tendre mari, metteur en scène de théâtre, joué par Antonio Banderas. Ovationné à Venise, on en parle suite à la grande première du film à la Mostra de Venise, le 30 août 2024, Nicole Kidman a reçu l'une des plus longues standing ovations du festival, plus de 6 minutes d'applaudissements au total. Le film a par ailleurs été couronné de la Coupe Volpi, de la meilleure interprétation féminine pour la comédienne. Une question principale, avec Baby Girl, Alina Reijnen a eu pour inspiration Paul Verhoeven, avec qui elle a travaillé comme actrice dans Black Book. Elle confie, Paul Verhoeven m'a toujours dit que je ne pouvais faire un film que si j'avais une question précise. Pour cette histoire, je me suis demandé, sommes-nous des animaux ou des êtres civilisés? Et c'est vrai que des fois, on peut se poser la question. Pouvons-nous faire la paix avec notre part animale? Est-il possible que différentes facettes de nous-mêmes coexistent, et encore plus que nous les aimions entièrement et sans honte? Un rêve fiévreux pour Kidman. Nicole Kidman décrit le tournage du film comme une sorte de rêve fiévreux. J'ai fait beaucoup de films à dimension sexuelle, mais cette expérience fut totalement différente. Travailler sur un tel sujet avec une femme qui a écrit le scénario, qui le réalise et qui est elle-même une excellente actrice, c'était comme si nous faisions plus ce que je n'ai jamais vécu avec un réalisateur auparavant. Quand on travaille avec une femme sur ce genre de sujet, on peut tout partager. Sulfureuse Nicole Kidman. Nicole Kidman s'y connaît en matière de films sulfureux, comme en témoigne sa prestation dans Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, dans laquelle elle donnait les répliques à Tom Cruise, mais aussi The Paperboy de Lee Daniels, où l'actrice partageait plusieurs scènes brûlantes avec Zac Efron. Qui pour Samuel, Alina Reijnen a choisi Harry Dickinson après l'avoir vu dans Beach Rats et Sans fil, deux films où l'acteur incarnait parfaitement la dualité changeante propre au personnage de Samuel dans Baby Girl, mêlant masculinité confiante et une empathie tendre et juvénile. Elle précise, on pourrait croire que c'est improvisé, mais ce n'est pas le cas. C'est tellement difficile à faire parce qu'il peut dans une scène ressembler à un garçon de 12 ans et dans la suivante à un homme de 45 ans totalement sûr de lui. Un film érotique fait par une femme, Baby Girl, évoque les grands thrillers érotiques mis en scène par des réalisateurs masculins comme Adrian Lyne avec 9 semaines et demie, Paul Verhoeven avec Basic Instinct ou Michael Haneke avec La pianiste. Alina Reijnen confie, ces films, quand je les ai vus, c'était comme si je me disais « Oh, en fait, ce n'est pas si fou toutes ces pensées qui me traversent l'esprit. Ces films me sont très chers, mais bien sûr, presque tous sont réalisés et écrits par des hommes. Dès le début, j'ai décidé que je voulais faire un film érotique tout aussi intense que tous ces films que j'ai tant admirés, mais avec un regard entièrement féminin. J'en suis venu à me demander ce que cela signifiait réellement et à quoi ce film pourrait ressembler. » Voilà pour ce premier film. On change radicalement d'ambiance. S'il vous plaît, la fiche suivante. Merci. Avec Je suis toujours là, on part à Rio de Janeiro pour l'installation de la junte militaire. Vai ficar andando no carro daquele playboy, não? Ô pai, eu achava que playboy era quem ficava bebendo uísque, fumando charuto o dia inteiro. Sua mãe, mulher mais linda do mundo. Deputado Rubens Paiva. E eu já volto, filho. O que tá acontecendo? O meu marido tá em perigo.
Todo mundo está em perigo, Eunice. Brasília tá pegando fogo. Como é que alguém entra na tua casa, leva o teu marido, leva ele preso e depois diz... sumiu? O Estado tem questões mais urgentes do que tentar remediar o passado? Não. Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu. Ah, ele quer triste. Nós vamos sorrir. Sorriam. On sent qu'il y a une ambiance assez tendue. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Une histoire vraie. Dans Je suis toujours là, Walter Sall met en scène l'histoire d'Eunice Peva et de sa famille. Après l'enlèvement de son mari, Peva est devenue avocate et militante du mouvement anti-dictature militaire au Brésil. Interprétée dans le film par l'actrice Fernanda Torres, Eunice Peva est décédée le 13 décembre 2018. Proximité, Walter Salles, je ne sais pas si on dit Salles ou Sall, je sais pas, a connu la famille Peva, Rubens, Eunice et leurs 5 enfants Veroca, Eliana, Nalu, Marcello et Babiou, original Babiou, à la fin des années 60 alors qu'ils étaient venus vivre à Rio. Ils fréquentaient même régulièrement la maison des Peva à l'adolescence et étaient particulièrement proches de Nalu, qui avait le même âge que lui. Il y a découvert des courants musicaux, a assisté à des débats passionnés sur la situation politique du Brésil. Il se souvient, la maison des Peva, comme aussi différemment le cinéma, m'a permis de comprendre que le monde était bien plus vaste que je ne pouvais l'imaginer à partir de la réalité de ma propre famille. Reconstituer la maison. L'équipe n'a pas pu tourner dans la vraie maison des Peva car elle n'existe plus. La maison choisie avait une architecture des années 40, proche de celle de la famille Peva, que la famille Peva louait à Rio dans le quartier de Leblon. L'une des filles Peva, Nalu, a envoyé à la production des photos et des informations précises sur la disposition des chambres, l'emplacement, la couleur des meubles issus du modernisme brésilien. Anda estou aqui. Le titre original de Je suis toujours là est Anda estou aqui. Il s'agit aussi du titre de la biographie d'Eunice Peva, écrite par son fils Marcello. Cependant, ce n'est pas la publication seule de ce livre qui a poussé Walter Sall à mettre en scène cette histoire. Le film est d'abord issu de mon rapport personnel à cette histoire. La disparition de Rubens a été un choc. Le premier père d'amis porté disparu. Je ne l'ai jamais oublié. S'il a été touché par le livre, il a fallu 7 ans pour se décider à sauter le pas. En même temps, c'est vrai que c'est des histoires qui ne sont pas faciles à raconter. La proximité avec la famille, la perception que la reconstruction du passé dépend des fragments de mémoire, si différents pour celles et ceux qui ont vécu. Ces faits, ces éléments, dans leur diversité, m'ont fait réfléchir longtemps avant de commencer cette aventure. C'est finalement la participation de Marcello au scénario de Murillo Hauser et Heitor Lorega qui a achevé de convaincre le cinéaste. Cette collaboration a été marquée par son regard exigeant, mais aussi par sa capacité à prendre une certaine distance, parce qu'il est lui-même écrivain et scénariste. Un projet qui s'est fait attendre. Walter Salles a entrepris Je suis toujours là en 2017, mais la production cinématographique brésilienne a été paralysée par le gouvernement Bolsonaro de 2019 à 2023. Bonjour l'extrême droite. Une attente de 4 ans qui a permis au réalisateur de pleinement réfléchir au film. C'est peut-être providentiel, dans le sens où ce film demande une maturité que je n'avais sans doute pas. Le temps, l'attente, la lente reconstruction des vies de cette famille, tout cela demandait du recul pour mieux comprendre. Fernanda Torres. Walter Sall considère Fernanda Torres comme l'une des plus grandes actrices de sa génération. Il la connaît depuis Terre lointaine, que lui et Daniela Thomas ont écrit et réalisé en 1995. J'aime l'intelligence de son jeu qui vient de la compréhension profonde que Fernanda a de ses personnages. Elle est également écrivaine et une voix importante des débats politiques et culturels au Brésil. Récompense. Fernanda Torres a obtenu le Golden Globe de la meilleure actrice dans un drame pour sa performance dans Je suis toujours là. Retrouvailles. Fernanda Torres avait auparavant été dirigée par Walter Sall, oui, on l'a déjà dit,
dans Terre lointaine et Le Premier Jour. De plus, dans Je suis toujours là, l'actrice et sa mère, Fernanda Montenegro, jouent le même personnage à 2 âges différents. Mère et fille avaient déjà joué ensemble dans La Maison de Sable et 4 jours en septembre. Et ce n'est pas tout, puisque Fernanda Montenegro tenait le rôle principal de Santal Droborazil de Walter Sall. Point de vue, le réalisateur a choisi de raconter son histoire du point de vue de Denis Peva, à l'instar du livre que lui a consacré son fils Marcello. Le réalisateur explique « Le livre et le film peuvent être vus comme un récit sur la reconstruction, une mémoire individuelle menée par cette femme, la mémoire d'une famille brisée qui se superpose à la quête de reconstruction de la mémoire d'un pays, le Brésil. » Format, le cinéaste revient sur son choix de tourner en 35 mm et en Super 8. Le Super 8 amène la texture et les imperfections des films familiaux dont on se souvient immédiatement. Un support léger qui est donc mémoire avant tout. Le 35 mm amène la matière et le grain qui nous projette dans une époque sans la facticité du grain artificiel inséré dans les images numériques. Et voilà, même les réalisateurs le disent. Cet après-midi, on a eu un petit problème en projecteur. Et tout de suite, il faut mettre les mains dans les cartes informatiques et tout. On se disait avec le collègue, c'était quand même bien le 35 mm. Hein. Tu foutais un coup de marteau, un coup de tournevis et c'était reparti. Allez, on passe au film suivant, Le Quatrième Mur, dont on regarde la bande-annonce. Tu vas pouvoir m'emmener partout? Je suis payé pour ça. Ça y est, on est passé. Baisse la tête, baisse la tête! George, lève-toi, allez. C'est la première fois à Beyrouth, n'est-ce pas? Ouais. Hey, voilà! Vous venez pour le théâtre? Toutes les communautés sont partantes. Français, French. Maronites, chiites, druzes, palestiniens. J'y comprends rien, moi, à cette guerre. J'ai jamais foutu les pieds au Liban. Ça va être très bien. Merci. Quand tu arrives dans un camp, tous les autres sont des ennemis. Tu comprends ça? Ouais. Ça va? Salut. Il y a un petit problème. L'acteur chrétien, il peut pas passer la ligne de démarcation. Il faut que cette pièce existe. Il faut qu'on existe. Tu comprends qui dans cette guerre? Je suis pas là pour la guerre, je suis là pour la paix. Tu poses aucune question. Tu ne regardes pas dans les yeux. Tu es impur. Jouer un rôle, c'est lié au péché. C'est haram. Ici, on manque de tout. Je ne comprends pas ce que vous venez faire avec le théâtre, là, maintenant, dans notre pays. On va la monter, cette pièce, un jour. Ici, c'est le front entre l'Orient et l'Occident. On est aux premières lignes. Les acteurs, ce sont des soldats. Toi, tu l'oublies peut-être, mais la guerre, elle n'oublie pas. Tu vas arrêter la guerre pendant 2 heures? Et tu sais qu'est-ce que c'est, la guerre? Tu dois fuir, Georges. Maintenant, tu sais pourquoi tu es venu. What you do here? Théâtre. Donc voilà donc pour cette bande-annonce. J'ai déjà oublié ce que Simon Carion et Laurent Lafitte là qui tiennent bien le devant de l'affiche. Il n'y a pas d'interdiction, oui, on va vérifier vite fait quand même. Non. Non, il n'a pas d'interdiction. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? On l'a vu dans la bande-annonce, Le Quatrième Mur est adapté du roman éponyme de Sorge Chalandon, paru en 2013 chez Grasset, et qui à l'époque a reçu le prix Goncourt des lycéens. Ce n'est pas la première fois que les domaines artistiques s'intéressent à ce livre, puisqu'il a déjà été adapté en BD et au théâtre. Aux quatre coins du monde, Le Quatrième Mur a été tourné au Luxembourg et au Liban, où se déroule l'action du film. Cependant, de nombreux réalisateurs avaient par le passé sollicité Sorge Chalandon pour tourner dans d'autres pays. L'un d'eux lui a même suggéré de poser sa caméra au Maroc pour transposer l'histoire en Iran, alors qu'elle est censée se dérouler à Beyrouth.
Oui, du coup, aller se poser au Maroc pour transposer l'histoire en Iran, alors que c'est le Liban et Beyrouth, oui. Il a dû se dire, mais est-ce que tu as bien lu le livre? Après, c'est vrai que tourner à Beyrouth, ça ne doit pas être facile. Ben, voilà. Tournage difficile. Le film a été tourné à Beyrouth et est censé se dérouler en 1982, pendant les massacres de Sabra et Shatila. Une tâche complexe car il n'y a plus de distribution d'eau et d'électricité dans la ville, mais le réalisateur a pu compter sur l'aide de sa productrice libanaise, Sabine Sidaoui. En outre, ils ont également posé la caméra dans des camps palestiniens, même si le tournage s'est déroulé avant le 7 octobre. Une part de soi, le roman Le Quatrième Mur est inspiré de la vie de Sorge Chalandon, reporter de guerre pendant 23 ans dans les zones de conflit. Et oui, donc, ça doit être bien proche de la réalité. Figurants crédibles, les seconds rôles et figurants du Quatrième Mur sont tous libanais et ont pu bénéficier de ce travail à l'heure où, avec la crise actuelle du pays, ils étaient nombreux à être sans ressources. Taillé pour le rôle, pensionnaire de la Comédie Française pendant 12 ans, Laurent Lafitte a entièrement pris en charge des séquences dans lesquelles il met en scène la pièce Antigone en modifiant les dialogues et les situations avec sa vision de directeur d'acteur. La meilleure arme. Si la guerre civile au Liban est au cœur du Quatrième Mur, David Olofen a voulu davantage montrer dans son film comment l'art pouvait avoir un impact positif sur le monde, mais aussi les limites de son pouvoir. Multiculturel, comme dans ses précédents longs métrages. Le Quatrième Mur mélange plusieurs langues comme le français et l'arabe, une langue qui n'est volontairement pas sous-titrée dans le film, afin de mettre le spectateur dans la peau de Georges face à des situations qui lui sont difficiles à comprendre. Mise en abîme, comme dans le roman de Sorge Chalandon, Le Quatrième Mur est une mise en abîme du théâtre dans laquelle le spectateur assiste à la répétition d'Antigone, comme l'explique le réalisateur. Georges passe de chef d'un projet un peu fou à personnage d'une tragédie qu'il ne maîtrise plus. Il traverse le Quatrième Mur étant ce mur imaginaire qui sépare le lieu du spectacle, la scène, et la salle, le réel, qui sépare les acteurs des spectateurs. Du livre au film, en adaptant le roman de Sorge Chalandon, David Olofen a volontairement occulté le passé militant du héros, très présent dans le livre, pour se concentrer davantage sur la mise en scène d'Antigone. Du coup, on a peut-être quelque chose d'intéressant. Georges est également moins écorché vif que dans le roman, mais plus mélancolique cependant. Enfin, le réalisateur a supprimé la vie de son personnage à Paris avec cette femme qui l'attend, pour se focaliser davantage sur l'attirance qu'il éprouve pour Iman à Beyrouth. Sur fond de guerre, il a quand même changé beaucoup de choses. En prenant pour arrière-plan la guerre au Liban, c'est la troisième fois que David Olofen aborde un conflit historique dans son cinéma. Après le déclenchement de la guerre d'Algérie dans Loin des Hommes et le coup de force japonais en Indochine en 1945, dans Les Derniers Hommes. L'amour dans l'air. Dans Le Quatrième Mur, David Olofen met en scène pour la première fois dans son cinéma une histoire d'amour entre Georges et Iman, sa comédienne. Voilà donc pour Le Quatrième Mur. On passe au film suivant, Par amour, avec Cécile de France. On regarde la bande-annonce. Simon! Oh, chérie! Simon? Comment ça va à la maison? On se dispute assez souvent. Vous pensez que ça peut venir de nous? Il a quelque chose de grave. Qu'est-ce que tu fais? Je ne poserai pas la question de cette manière. Est-ce qu'il vous a dit qu'il avait l'impression d'entendre des voix? Pourquoi tu veux pas me dire? Parce que tu vas pas me croire. Bah bien sûr que si, pourquoi je te croirais pas? Quand je suis dans l'eau, j'entends des sons. Beaucoup d'enfants ont un monde imaginaire très riche. On va pas lui laisser croire qu'il entend vraiment des trucs. Je sais ce qui est bien pour mon enfant. Maman! Y'a plein d'eau! Regarde! Qu'est-ce que t'as dans la tête? Il aurait pu mourir! Tout ça, c'est ta faute.
Est-ce que vous pensez que quand on croit très fort à quelque chose, on peut finir par le voir? Il faut que tu te reprennes en main, Sarah. Voilà pour ce film. Alors, on nous en dit quoi? Naissance du projet Par amour est un projet que Elise Otzenberg porte depuis longtemps. La cinéaste voulait retranscrire les doutes qu'une mère peut rencontrer lorsqu'elle est écrasée par le poids des responsabilités, jusqu'à se risquer de sombrer dans une sorte de folie. Par ailleurs, voir mes petits garçons jouer ensemble, s'inventer des histoires folles a aussi contribué à alimenter mon désir de cinéma, qui s'aventure du côté du fantastique. Une fois l'idée du film en tête, Elise Otzenberg a proposé à Maud Hamlin d'écrire le scénario avec elle. Nous sommes de la même génération, les thématiques l'enthousiasmaient, et nous avons donc démarré l'écriture ensemble. J'ai adoré cette collaboration. Puis mes producteurs, Marine Bergère et Romain Dobitsch, m'ont présenté un scénariste chilien sorti de la Fémis, Mauricio Carrasco, qui a une formidable culture du fantastique. Ça a été impressionnant de terminer cette écriture à 3 avec ces deux collaborations si différentes et cette nouvelle vision masculine. Le choix de Cécile de France. Elise Otzenberg a immédiatement pensé à Cécile de France pour le personnage de Sarah. La réalisatrice explique, Cécile de France a quelque chose d'hollywoodien, une puissance, une force et même quelque chose d'un peu rétro, à la Katharine Hepburn dans sa manière d'habiter les personnages. Elle est arrivée très en amont du projet et s'est montrée d'un grand soutien compte tenu de la difficulté de financer le film après le Covid. Nous ne nous connaissions pas, nous n'étions pas amis, elle avait vraiment envie de jouer dans le film et s'est investie à fond. Un film organique, Elise Otzenberger a voulu concevoir un film très organique, ce que permet le fantastique. Au début, il a été beaucoup question d'effets spéciaux, mais assez vite, contraintes budgétaires aidant, la réalisatrice s'est rendue compte que des images trop numériques n'allaient pas forcément bien vieillir. Elle confie, on a finalement choisi de partir de la réalité tout en étant le plus inventif possible. S'il pleuvait beaucoup, il fallait qu'il pleuve un cran au-dessus, que tout soit un peu plus comme si tout se déréglait. La scène de l'inondation dans l'appartement a été pensée très en amont, comme l'explique Elise Otzenberger. Tout le décor a été construit avec un liner de piscine et à la fin du tournage, on a vraiment inondé l'appartement. C'était beau, la contrainte nous a vraiment donné de la force. Référence cinématographique. Comme il y a beaucoup de scènes de pluie dans Par amour, Elise Otzenberger avait pour référence des films asiatiques comme Parasite, Mother ou Tropical Malady. D'ailleurs, Bong Joon-ho, le réalisateur de Parasite, va sortir un film bientôt, là, Mickey 17, qui a l'air fort bien. Elle précise, mais aussi Moonlight de Barry Jenkins, des films poétiques où les éléments sont très forts, des scènes en particulier m'ont inspiré, l'Aquarium dans le lauréat de Mike Nichols, certains plans des Dents de la Mer de Spielberg, l'univers de Cousteau, etc. Je me rends compte que l'eau est très présente dans les films qui m'habitent. Je fais de la plongée depuis l'âge de 8 ans. L'eau fait partie de ma vie depuis toujours. Retrouvailles. Elise Otzenberger avait déjà fait tourner Arthur Rigal dans Lune de miel, son précédent film. La cinéaste raconte, pour avoir travaillé avec lui, je savais qu'Arthur, même s'il peut parfois avoir l'air un peu dur, avait une forme de douceur, une ambivalence qui convenait parfaitement à Antoine. Qui pour Simon et Louis? Trouver les bons interprètes pour jouer Simon et Louis a été la grosse difficulté du film. Elise Otzenberger a vu beaucoup d'enfants et ce n'est qu'à la fin du casting qu'elle a vu arriver la photo de ses deux petits. Un mélange parfait de Cécile et d'Arthur. Lorsqu'ils sont entrés dans le bureau, il n'y avait aucun doute possible, c'était eux. Le fait qu'ils soient frères nous a évidemment beaucoup aidés, ils n'avaient pas à tisser ce lien. Leurs parents nous ont fait confiance, nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Parfois seulement eux et moi, parfois avec Cécile et Arthur. Je n'ai pas voulu les faire trop répéter, je ne voulais pas les abîmer. Tant heureusement, parce que bon,
J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Et du coup, on a déjà le film suivant. Mais je vais revenir sur... Hop. Voilà, quand même. Moi, je l'ai vu, ce film, j'avoue que... Le côté fantastique casse un peu le truc. Au début, quand elle dit voulait retranscrire les doutes qu'une mère peut rencontrer lorsqu'elle est écrasée par le poids des responsabilités, ça, au début, on l'a. Et l'arrivée du fantastique, pour moi, enfin, c'est mon ressenti, casse complètement le truc. On n'est plus du tout autour du personnage de la mère, on est plus autour du personnage du gamin, qu'on essaye de comprendre ce qui se passe. J'avoue que sur cet aspect-là, moi, j'ai pas été forcément très convaincu. Allez, film suivant, donc on le sait déjà, c'est, et voilà, maintenant ça ne va pas passer, le dossier Maldoror, dont on regarde la bande-annonce. On est tous là pour faire le travail de la police parce qu'on constate qu'il ne se passe rien. T'as vraiment une gueule de petit con. Une vraie gueule de flic. Si j'ai choisi cet uniforme, c'est pour faire bouger les choses. Je veux qu'on ramène la petite à leurs parents. Marcel de Dieu, c'est lui? Il a déjà été condamné pour viol sur mineur. J'ai monté personnellement une opération pour en avoir le cœur net. L'opération Maldoror. De Dieu aménage ses caves depuis 2 ans. Maldoror est une opération de surveillance exclusivement. Vous allez lui coller au basque et le choper en flagrant délit. Mais pas avant. Gendarmerie, ouvrez! Voilà, vous avez une cave ici, vous pouvez me la montrer? T'as rien entendu? Vous avez ignoré le cadre de la perquisition. Je les ai entendus, je suis pas fou. Pourquoi est-ce que vous refusez de partager les éléments de l'enquête avec les parents des victimes? Ce ne sont pas les citoyens qui mènent l'enquête. Dans mon coffre, c'est pas mon boulot. Tu dors pas, tu manges pas. Paul, tu peux rien faire. Je vous parle d'un trafic de pédophiles dont on connaît même pas l'ampleur. Ça pue là. C'est terminé, Chartier là. Non, mais non, mais putain. La petite, elle a besoin de toi. Je dis jour et nuit avec leur cheveux dans la tête. T'es un flic. Tu peux rien en faire. Voilà, voilà. Sacrée ambiance aussi, là. Sacrée tension. Et quoi, ce film? Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Librement inspiré de l'affaire Dutroux, Fabrice Duvels avait 20 ans lorsque l'affaire Dutroux a éclaté. Je pensais naïvement que le monde des adultes était un lieu rassurant et bien organisé, et comme beaucoup de gens de ma génération, je me suis fracassé sur une histoire dantesque, avec de la rétention d'informations, de l'absurde, du ridicule, de la médiocrité, de la négligence. Il a toujours eu en tête l'idée de porter cette histoire à l'écran, mais avait conscience que cela était délicat. Quand j'ai commencé à évoquer l'idée d'un film inspiré de l'affaire Dutroux, je me suis retrouvé face à un bloc d'hostilité. Il fallait que je trouve le bon axe, le bon regard, la bonne distance, sans jamais heurter les victimes. Recherche, le réalisateur Fabrice Duvels et le co-scénariste Domenico Laporta ont effectué un travail de recherche exhaustif à partir de sources officielles, parfois difficilement accessibles. Duvels précise, nous sommes restés très factuels et la formation d'avocat de Domenico a beaucoup joué dans la construction du script. Nous aurions pu tenter de lier les nombreux foyers criminels d'une organisation immorale qui s'étend bien au-delà du scandale pédophile, mais nous avons choisi de trancher à hauteur de la conscience d'un homme traumatisé par la culpabilité. Nous avions donc une matière très documentée et dans le même temps, l'histoire est si rocambolesque qu'on peut avoir du mal à y croire, d'où la nécessité de trouver un juste milieu pour que le récit soit crédible. Jean-Pierre Jeunet, le réalisateur d'Amélie Poulain, a trouvé la star de son nouveau film à l'ère un César. Ah bah c'est bien ça. Laissez place à la fiction. Si le dossier Maldoror s'inspire d'une affaire réelle, il reste un film de fiction, rappelle le réalisateur. J'ai voulu pousser mon récit vers la fiction,
jusqu'à l'Uchronie, jusqu'au fantasme de justice dont nous avons été privés par ses nombreux dysfonctionnements. C'est en voyant Once Upon a Time in Hollywood et son traitement de l'affaire Monson que Fabrice Duvels a eu un déclic. Je pouvais faire un vrai film de cinéma tout en rendant un peu de dignité à ceux qui ont été bafoués dans l'affaire, car mon principal souci était de réaliser un film de cinéma pour qu'il soit le plus haletant possible tout en étant à hauteur d'homme. Inspiration. Le réalisateur voulait signer un thriller policier dans la tradition du cinéma français des années 70, à la manière de La femme flic d'Yves Boisset. Il s'est aussi inspiré de Sidney Lumet, en particulier The Offense, avec son ancrage réaliste, et de William Friedkin, que des grands classiques, quoi. Cinéaste qui me guide particulièrement, son traitement quasi-documentaire de French Connection à L'Exorciste permet une approche psychologique avant d'entamer une exploration du mal métaphysique qui gangrène la société. Ses autres références étaient Memory of Murder de Bong Joon-ho et surtout Zodiac de David Fincher, qu'on ne présente plus, dont la richesse à tout point de vue était un vrai point de référence. Le titre, le dossier Mal d'Aurore, est une référence au chant de Mal d'Aurore de Laurey-Hamon, qui en 1869, comme l'explique le réalisateur, explorait le mal à son époque. Comme lui, j'ai voulu sonder l'essence du mal, l'impunité avec laquelle il se propage et ses conséquences, mais à une époque que je connais mieux, la mienne. Charleroi, personnage à part entière, en faisant les repérages, il est apparu au réalisateur qu'il était primordial d'ancrer l'histoire à Charleroi, où l'affaire continue à contaminer la population. Une ville industrielle très riche au XIXe siècle, frappée aujourd'hui par une forte misère sociale et économique, il était fondamental d'approcher le prolétariat qui y vit, la population issue de l'immigration sicilienne qui a travaillé dans la mine avec la plus grande dignité possible. Les seconds rôles du film ont d'ailleurs été trouvés dans les rues de Charleroi. Fabrice Duvels tenait à ce que la population locale soit en première ligne et fière du film. Et je crois, laissez-moi vérifier, que ce film-là était aussi interdit aux moins de 12 ans. Je pense que ça se comprend assez bien. Allez, on passe au film d'horreur de la semaine par Blumhouse, producteur de Black Phone et le réalisateur d'Invisible Man. J'avais beaucoup aimé Invisible Man, pourtant j'aime pas beaucoup les films comme ça, mais lui était bien. Wolfman, on regarde la bande-annonce. Ginger? Ginger, are you okay? Look at me. Look at me. Charlotte, are you hurt? Are you hurt? Are you okay? Hey, we gotta get out of this thing. Hey, no. Don't move. I'm up through the window right there. You can do it. You'll be okay. You okay? We have to leave right now. Run. Hello? Can anyone hear me? Hello? We were in an accident. Daddy, are we gonna die? No, it's my job to protect you. And we were attacked. I think my husband was infected. Mike. Daddy. Daddy. What's wrong with Daddy? He got sick. What is happening to me? Can you understand me? Yeah. You're scaring me. Back off!
Voilà, les productions Blumhouse qui généralement sont de bonne qualité dans la réalisation de ce type de film. Film qui est très certainement interdit au moins de 12 avec avertissement. Voilà. Je peux vous lire la phrase suivante parce que ça fait beaucoup de révélations sur le film. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Le loup-garou au cinéma. Le loup-garou apparaît pour la première fois au cinéma dans Le Monstre de Londres en 1935, qui devient un mythe du grand écran avec Le Loup-garou en 1941, grand classique des studios Universal, interprété par Lon Chaney Jr. On retrouve par la suite cette figure dans des films d'horreur, Hurlement, Le Loup-garou de Londres, Dog Soldier, des comédies, Teen Wolf ou Teddy, des drames, Wolf avec Jack Nicholson ou Les Bonnes Manières, ou encore dans des sagas fantastiques comme Underworld et Twilight. Ryan Gosling remplacé. À l'origine, c'est Ryan Gosling qui a été attaché au projet avant de le quitter et d'être remplacé par Christopher Abbott. Un réalisateur hésitant. Après le succès de Invisible Man, plus de 144 millions de dollars de recettes dans le monde pour un budget de 7. C'est effectivement une belle réussite. Leigh Whannell s'attaque une nouvelle fois à un autre Universal Monster avec Wolfman. Pourtant, s'il était tout désigné pour ce projet, il ne l'a pas tout de suite accepté, car il n'avait pas envie d'enchaîner avec un autre film de monstre. Mais après réflexion... Attends, Invisible Man, ça fait un moment pourtant en plus. 2020, oui, on est... Après réflexion, il a trouvé qu'aborder le mythe du loup-garou sous un nouvel angle serait intéressant. Il n'était pas question de tenter de reproduire les impressionnantes scènes de métamorphose déjà faites dans d'autres films de loup-garou, pour éviter de tomber dans la surenchère. Whannell a préféré ancrer son récit dans un univers réaliste et concret. Un nouveau point de vue, contrairement aux incarnations antérieures du loup-garou. Leigh Whannell a souhaité faire en sorte que le spectateur se transforme avec lui. Je me suis dit que ce serait intéressant de voir la transformation du loup-garou depuis le point de vue du loup-garou. Effectivement, au moins, ça c'est original. Effet physique. Pour Leigh Whannell, il était essentiel que Wolfman se démarque de la plupart des productions pour son utilisation des effets. Il a privilégié, quand il le pouvait, les effets physiques pour leur réalisme. C'est ainsi que Christopher Abbott porte des prothèses et du maquillage durant sa transformation. Le réalisateur voulait rendre aussi bien hommage au film des années 80 qui reposait sur des effets physiques et qui racontaient des histoires inventives dans leur manière de traiter la métamorphose du corps, qu'au body horror, l'un des sous-genres du cinéma d'horreur que j'adore. Notre corps est à la fois source de toutes nos souffrances et de nos joies. En revanche, les scènes de Vision Wolfman allient effets physiques et effets visuels. Les premières scènes ont recours à des éclairages en plateau, puis l'équipe a utilisé davantage d'effets visuels à mesure que la transformation du personnage s'accélère. Si le récit se déroule dans l'Oregon aux États-Unis, c'est bien entendu pas qu'il a été tourné du tout. Le tournage a en réalité eu lieu en Nouvelle-Zélande, comme il me semble beaucoup des films des productions Blumhouse. Si vous cherchez le cadre montagneux de l'Oregon, il faut aller en Nouvelle-Zélande. Les sites de l'île du Sud sont sublimes. On a déniché des paysages extraordinaires qu'on a filmés. Pour les paysages de San Francisco et de l'Oregon, l'équipe de la chef décoratrice Ruby Mather a construit plusieurs décors extérieurs qu'ils ont dû ensuite faire coïncider avec des intérieurs en studio. Au bout du compte, l'équipe n'a pas tourné en décor construit, mais dans des sites naturels. La ferme, la propriété des Lovell dans l'Oregon, devait être une ferme typiquement américaine. La production n'ayant pas trouvé celle qui convenait durant ses recherches, elle a décidé de la construire de A à Z. La chef décoratrice Ruby Mathers déclare « On a eu la chance de dénicher le site d'une exploitation agricole pour y bâtir notre corps de ferme et créer une grange entourée par une forêt de pins. Quand on prend du recul et qu'on voit la maison qui semble toute petite à côté de ces arbres gigantesques, le résultat est stupéfiant. » Et ça rajoute à l'ambiance. Le souci du détail était tel que des marques de croissance sur les murs ou des factures anciennes ont été intégrées au décor. Une métamorphose en 7 étapes. Attention, c'est parti.
Pour le maquillage et les prothèses, Christopher Abbott passait par 7 étapes pour se transformer en loup-garou. 2 pour le maquillage et 5 pour les prothèses. Après les 2 étapes du maquillage, qui consistaient notamment à changer son teint, il se faisait poser des prothèses de joues et de front très fines, un revêtement dentaire comportant des gencives infectées et une perruque couvrant les 3/4 du crâne pour simuler le début de la chute des cheveux. La deuxième étape durait 2 heures environ. Alors, on n'a pas la durée de la première, par contre. Non. La deuxième étape durait 2 heures environ et comportait du maquillage, l'application des prothèses de visage, de main un peu plus imposantes, le dentier, les lentilles de contact, quelques poils discrets sur le visage, une perruque montrant que les cheveux sont encore plus clairsemés et des prothèses de front et de cou. Durant la troisième étape, il fallait changer les yeux de l'acteur et utiliser de plus grosses prothèses de bras, de mains et de visage. Outre l'application des prothèses qui prenait 5 heures, bon, ça par contre j'admire la patience qu'ils peuvent avoir. Hein. Il fallait prévoir des maquettes animatroniques grandeur nature de la tête et des mains de Christopher Abbott pour simuler la fracture des os et de la mâchoire sous la peau de son personnage Blake. Enfin, durant les 2 dernières étapes, l'acteur subissait des séances de maquillage de 6 heures. Et on ne peut pas dire, que je regardais il n'y a pas longtemps un making-of, on ne peut pas dire que pendant ce temps-là, il relit son scénario, parce qu'il y a des gens qui sont tout autour de lui, qui sont en train de le manipuler dans tous les sens, ou qui ne peut rien faire d'autre. Quel enfer! Allez, on revient en enfance pour ce film Mémoire d'un escargot. Ils l'ont mis à partir de quel âge? Oh, les méchants, ils nous ont pas mis d'âge. 1h34, on va dire à partir de 8-10 ans, quelque chose comme ça. Mémoire d'un escargot, on regarde la bande-annonce. Dad used to say that childhood was like being drunk. Everyone remembers what you did, except you. I remember everything. Ha! Good one, Dad. My twin brother. We had 2 souls, but 1 heart. But one day, Child Services came to take us away. That was the last time I saw my brother. Dear Gracie, my new parents are strange. I'm coming to get you. I'll walk across that big burning desert. Why are you dressed like an ant? I'm a snail. Pinky. Nice hairdo. Dickhead! She was my first real friend. Come on, fella! Grace, it's time for you to shed your shell. Life isn't about looking backwards, Gracie. It's about living forwards. Voilà pour ce film. Alors, qu'est-ce qu'on nous en dit? Mémoire d'un escargot est signé Adam Elliott, réalisateur qui a été oscarisé en 2004 pour son court animé Harvey Crumpet. Il s'agit de son 2e long métrage en pâte à modeler et du 7e opus de sa trilogie des trilogies. 3 courts-métrages de moins de 10 minutes, 3 moyens-métrages d'environ 20 minutes et 3 longs-métrages de plus d'1h30. Quand j'ai été étudiant au Victorian College of the Arts en 1996, j'ai mis au point une stratégie de carrière, à savoir ne tourner que 9 films. J'ai eu la chance d'en avoir réalisé 7 sur 9, il m'en reste encore 2 à faire. Mais du coup, après, il fait quoi? Que 9 films, bon, ok, mais il est jeune, il est... Oui, il est quand même relativement jeune. Bon. Un film d'animation pour adultes, à l'instar du précédent long-métrage d'Adam Elliott, Marie et Max. Mémoire d'un escargot est destiné à un public adulte en raison de ses thématiques sombres. Donc, c'est pas du tout pour les enfants. Note d'intention, le réalisateur déclare « J'aime raconter des histoires empreintes d'humour et de compassion
Ce sont des réflexions sur notre quotidien ponctuées de moments de joie, mais aussi du désespoir qui accompagne les épreuves de la vie. Depuis plus de 30 ans, mon but est simple, faire rire les spectateurs et les faire pleurer. Collectionnite aiguë, le réalisateur s'est inspiré de sa mère, qui, quand elle était âgée, était une collectionneuse quasi compulsive. Quand il a fallu se débarrasser de certaines de ses possessions, Adam Elliott s'est demandé si cette collection ne relèverait pas de la névrose. Ces questionnements ont fini par nourrir l'intrigue du film que je considère comme une analyse du caractère de ma mère, mais aussi du mien. J'ai lu beaucoup d'ouvrages sur la psychologie du collectionneur, et j'ai aussi vu des documentaires, des reality shows assez racoleurs. J'ai découvert que les collectionneurs ne sont pas rares et qu'il s'agit même d'une forme d'épidémie, et du résultat d'un consumérisme effréné. Pardon. Marginalité, comme dans toute son œuvre, Adam Elliott met en scène des personnages marginaux et fait de la différence le thème central de son film. J'adore affubler mes personnages de particularités et de petites manies, et j'essaie de leur donner de l'épaisseur et une certaine excentricité. Je cherche à les rendre aussi empathiques, universels et réalistes que possible. Mes histoires sont des tranches de vie, des histoires de gens auxquels on peut s'identifier, des amis, des proches, un rien excentrique et toutes les personnes originales qu'on croise dans la rue. Source d'inspiration, outre sa mère, le réalisateur s'est aussi inspiré d'une amie collectionneuse haute en couleurs. Elle avait brûlé la vie par les deux bouts, avait été prostituée, toxicomane, auteur de récits fantastiques, naturiste et créatrice de mode dans le désordre. Elle collectionne les animaux empaillés, les objets de brocante insolites et les amis. Néanmoins, elle a vécu une enfance traumatisante, subissant 11 opérations de la lèvre qui l'ont défigurée et marquée psychologiquement. La stop motion en quelques chiffres. Chaque accessoire, chaque élément de décor, chaque personnage a été fabriqué à la main par une équipe qui a passé près d'1 an à concevoir les 7000 objets nécessaires au projet. En l'espace de 5 mois, le réalisateur a dessiné à la main les 1600 vignettes du storyboard sur des feuilles, avant de dessiner les 200 personnages, 200 décors et les milliers d'accessoires qui devraient ensuite être fabriqués. Le tournage a duré 33 semaines, durant lesquelles 135 000 prises de vue ont été réalisées. J'admire toujours, que ce soit pour les petits ou pour les grands, les réalisateurs qui choisissent de faire en stop motion, parce que c'est vrai que c'est un travail de dingo. Un petit documentaire pour le film suivant, documentaire de Arnaud Desplechin. Alors on varie entre documentaire et fiction. Spectateur, on regarde la bande-annonce. Toi, Delphine, tu es déjà allée au cinéma, hein? Oui, j'ai été avec toi, mamie. Oui. Et toi, pas encore? Non, mais j'ai regardé des films sur ta télé. Ouais, c'est vrai. Mais tu vas voir, le cinéma, c'est complètement différent. J'avais trouvé ma maison. Je peux y aller, c'est pour le ciné-club? Allez-y, Dédé. Merci beaucoup. Voilà, bonne projection. J'étais enfin plus petit que les images que je regardais. Le cinéma, c'est pas une réponse, c'est une question. C'est une façon d'interroger l'art, d'interroger le monde. Une place pour cris et chuchotements, s'il vous plaît. T'as quel âge? J'ai 16 ans, madame. Qu'arrive-t-il à la réalité quand elle est projetée? Eh bien, la réalité, elle scintille. Le point de vue de chaque spectateur est singulier, irremplaçable. Tu vois, sans doute ce matin-là, j'ai su que je ferais peut-être un jour un film moi-même. Les films qui comptent pour moi, j'aime bien les voir plusieurs fois. Combien de fois? Je sais pas, 3 fois. 3 fois? Mais pourquoi? Bah, la première fois, c'est pour découvrir. La deuxième fois, c'est pour admirer. Et après, c'est pour apprendre. Mais attends, qu'est-ce que tu regardes? C'est dans l'autre sens. Oui, je sais. L'écran nous a offert le monde en spectacle. Voilà, ou Arnaud. On n'est pas vraiment dans un documentaire. Oh non, ils l'ont mis en drame. J'aurais pas dit que c'était un drame non plus, mais oui, un très très bel hommage au cinéma.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Que ce film a été présenté en séance spéciale au Festival de Cannes 2024. Genèse. Sachant l'admiration que porte Arnaud Desplechin au philosophe Stanley Cavell, les producteurs Charles Gilibert et Romain Blondeau lui ont proposé de réaliser un documentaire sur la projection au cinéma. N'ayant jamais fait autre chose que de la fiction, il a décidé de créer une forme hybride comme il le déclare. Ce fut aisé d'écrire car je revenais sur des réflexions sur le cinéma qui me tournent dans la tête depuis 20 ans. Alors j'ai écrit dans la fièvre. Ainsi le film est à la fois une commande de Charles et Romain et un essai infiniment personnel. Structure narrative, ce qui a incité Arnaud Desplechin à adopter sa forme narrative entre la fiction et le documentaire est ce que le cinéaste appelle des plans à la Wes Anderson. Il invite les acteurs à se présenter aux spectateurs face caméra de manière totalement assumée. Il confie d'ailleurs à ce sujet, c'est une manière de guider le spectateur dans cette carte au trésor pour qu'il invente ses repères et qu'il puisse lui-même accrocher ses propres souvenirs, ses propres rêveries au tissu que je lui propose. Une cinéphilie différente. Si Arnaud Desplechin est un passionné de cinéma, son film n'est paradoxalement pas un hommage à sa propre cinéphilie. Ainsi, un grand nombre de ses longs métrages préférés qui ne figurent pas dans Spectateur, à l'image des films japonais qu'il affectionne, le réalisateur n'a pas voulu imposer ses propres goûts, mais plutôt ceux de tout un chacun. Et c'est marrant parce que du coup, pour avoir vu le film, moi je pensais qu'il racontait vraiment sa vision du cinéma et son amour du cinéma. Clin d'œil artistique, l'exposition que l'on voit au début du film est celle d'Enfin le cinéma, orchestrée par Dominique Paigny, pas le I tréma du coup, si on Paigny, au musée d'Orsay fin 2021. Par ailleurs, la toile présente dans Spectateur est celle de Pygmalion et Galatée de Jean-Léon Gérôme. Du réel à la fiction, la scène dans laquelle la grand-mère emmène ses deux petits-enfants pour la première fois voir Fantomas est un souvenir propre à Arnaud Desplechin, puisque c'est le premier film qu'il a été voir au cinéma avec sa grand-mère. La référence passée dans l'une des séquences de Spectateur, Arnaud Desplechin revisite avec de jeunes acteurs le triangle amoureux entre Marianne Dénicourt, Jeanne Balibar et Mathieu Amalric. De l'un de ses précédents longs métrages, Comment je me suis disputé ma vie sexuelle. Dans le champ, pour la première fois, Arnaud Desplechin apparaît devant la caméra lorsqu'il filme Shoshana Fellman ou Ken Jones à New York. Sur les bancs de la fac, la scène où Pascal Canet campe un professeur, cette scène est extraordinaire. Elle a été tournée à la Sorbonne Paris 300, là où Arnaud Desplechin suivait à l'époque les cours de cinéma de Serge Danet. Personnages récurrents, nombreux sont les personnages de Desplechin qui portent les noms de famille Dedalus ou Vuillard. Ainsi, son héros s'appelle Paul Dedalus. Pardon, pourquoi je veux dire Deladus? Non, Dedalus. Comme Mathieu Amalric dans Comment je me suis disputé. En outre, Paul Dedalus, du premier coup, est incarné dans Spectateur par plusieurs jeunes acteurs. Fidèle collaborateur dans Spectateur, Mathieu Amalric incarne le personnage du cinéaste. Ce film signe sa 8e collaboration avec Arnaud Desplechin depuis La Sentinelle en 1992. Au plus près, Arnaud Desplechin a choisi de filmer avec des focales courtes les séquences avec les enfants afin d'être au plus près d'eux. Montage complexe. Le montage de Spectateur n'a pas été chose aisée car il a commencé le travail avec Nairi Sarkis, une amie de sa monteuse, Laurent Brio, puisque cette dernière n'était pas disponible. Et lorsqu'elle a pu s'atteler au montage après s'être libérée de ses contraintes, ils ont rencontré de nombreuses difficultés au sujet des droits à l'image, de nombreux extraits de films présentés. Et oui. Sacré trucage, le chef opérateur Noé Bach a eu l'idée de souffler une poudre argentique avec de la colle au pied des objectifs, donnant ainsi ce grain particulier à l'image avec un effet irisé. Faire entendre sa voix. Arnaud Desplechin est également le narrateur de son film, mais ne souhaitait pas enregistrer sa voix en studio. Alors, devant la table de montage, il récitait son texte avec un micro, quand ce n'était pas sa propre monteuse. Laurence Brio qui enregistrait sa voix avec le dictaphone de son portable. L'ensemble de cette bande-son a ensuite été mixé sur les images. Reconstitue une époque, avec le décorateur Thomas Bacchény et avec la costumière Judith Deluse. Le cinéaste a reconstitué les années 1980, en réaménageant notamment le hall du cinéma L'Arlequin à Paris,
comme il était dans les années 1980. C'est mieux, parce qu'autrement, si tu le réaménages de la manière des années 90, tu ne rappelles pas les années 80. C'est, oui, effectivement, beaucoup de fois les années 80 dans la même phrase. Un point, c'est tout. Arnaud Desplechin aime le recours au point d'exclamation dans ses films. Il avait déjà utilisé dans le sous-titre Roubaix d'un conte de Noël. Il a pour lui une fonction héroïque, de même que le cinéaste a voulu écrire les spectateurs au pluriel pour montrer à quel point il y en avait différents types, en n'oubliant pas ceux de la télévision. Place à l'impro, dans la scène où la grand-mère emmène ses petits-enfants pour la première fois au cinéma. L'actrice Françoise Lebrun a improvisé son discours autour du mystère de la cabine de projection. Que se passe-t-il? Et c'est un très beau film, très bel hommage au cinéma. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus personnel pour lui, pour Arnaud Desplechin. Mais vraiment, très très joli film. On se laisse embarquer, prendre. Et Arnaud Desplechin, quoi. Il y a des moments, on peut dire, mais c'est un grand. Allez, film suivant, un documentaire, là, pour le coup, Dreamland. Croyez en vos rêves, on regarde la bande-annonce. Она относится ко всему миру. Lite fotspår i världen i alla fall. يلي بدي أحققه بحياتي. Og at når man ser et problem, så skal man gjøre noe med det. Pienso que el mundo está lleno de cosas muy fatalistas. So the lack of equality is what I really don't like about my environment. Complicado conseguir uma renda gratificante para poder realizar tais sonhos, que no caso o meu é de voltar à faculdade. So, hay quase. Y la gente necesita como una esperanza. يمكن إنه أنا بتقول إنه شبه مستحيل إنه نغير العالم. شو عم تفكر شو عم تحكي؟ Hvordan resten af verden fungerer, men det med, at man kan starte et sted, som Motivere folk til at det faktisk er mulig å gjøre noe med. So, and if you dream big, the universe has to turn your dreams into reality. У меня есть несколько... Моя мечта. min drøm. Un sueño. My dream is... Fordi nu skal du virkelig lære alt det, du har manglet. Voilà. Alors c'est typiquement le genre de film, moi, qui m'embête un peu. Je l'ai vu, c'est intéressant. Des jeunes qui racontent leurs rêves, leurs désirs, leurs espoirs, tout ça. C'est bien joli, mais c'est à chaque fois un individu dans un coin du monde. Mais ça parle pas forcément de projet de société. Voilà, c'est des individus qui parlent de leurs rêves. Bon, là, en l'occurrence, en plus, c'est des jeunes. Mais il n'y a pas de réflexion sur la société ou une remise en cause du capitalisme. Il n'y a pas, voilà, ça ne mène pas bien loin, tout ça, à mon sens. Voilà. Mais ce n'est que mon ressenti. Allez, on va en enfance avec les extraordinaires aventures de Morph. Film lui aussi réalisé en stop motion. On regarde la bande-annonce.
partir de 3 ans. Lurk, merci pour le Lurk, RBT49. De vrais Gremlins, oui, c'est ça. Les studios Hardman, on sait qu'ils sont efficaces pour faire ce type de film pour les jeunes. Ils l'ont prouvé à maintes et maintes reprises depuis Shaun le Mouton et Wallace et Gromit. C'est l'an dernier, ils avaient fait les toutes petites créatures. D'ailleurs, il y a un clin d'œil aux toutes petites créatures qui sont sur le skate et qu'on voit en bas de l'affiche. Je viens de le remarquer, là, les 3 petites boules rouges, jaunes et vertes. Voilà, bon. Simple et efficace. Prochain film est un documentaire dont on regarde la bande-annonce « Cette promenade avec Mark Brown ». Voilà. Au royaume des herbes vives. Il y a encore plus de renouée ici que de l'autre côté. C'est beau, mais on a pris le mauvais chemin. Et il y a plein de fleurs. Ah oui, tout en fleurs là. Ordette. Ordette, tu vas pas là dans l'eau, déranger la fleur. Là, il y a une plante là à faire, une utriculaire tout en fleurs. C'est pour ça que c'est important de filmer et de ne pas faire des photos. Il y a l'âme de la plante là. Encore la chance qu'on a de voir ça. Tu peux nous réexpliquer la symbiose et tout ça? Amener quelqu'un ici pour faire l'amour, j'en ai rêvé. C'est une poésie. T'imagines, hein? Oui, c'était peut-être plutôt là-bas. Dans la lumière. Ah, voilà. Il bouge tout le temps. C'est féerique. Les gens ne vont pas croire les images de ce film. Hein. Le film? Non. C'est une émotion. C'est la fin de cette journée de bonheur. Ouais. Alors on va voir la suite. Ouais. Voilà, toute qualité. Voilà. Comment dire? J'ai reçu un lien pour regarder le film. Alors déjà, pendant les promenades, je trouve ça très long. Parce qu'on prend le temps de regarder. Mais alors, arrivé à la moitié du film, on arrête les promenades avec Mark Brown et on regarde l'herbier qui a été fait pendant les promenades. Parce que donc pendant les promenades, au lieu de faire un herbier classique où il coupe un morceau de plante pour la mettre dans un cahier ou prendre des photos, non, là ils ont filmé pendant un instant la plante en question et donc on se tape l'herbier en regardant à chaque fois c'est un herbier vidéo quoi, en regardant le plan où on fixe la plante. Bah, c'est qu'ils en ont filmé des plantes, hein. Et avec un commentaire en disant, mais complètement bateau, le commentaire en disant, bah ça c'est telle plante, son nom latin c'est ça. J'avoue, alors que j'ai coupé. J'en pouvais plus de cet herbier. Déjà les promenades m'avaient pas emmené bien loin, mais l'herbier m'a perdu. Et du coup quand même, quand j'en suis à ce point-là de lassitude dans un film, je demande toujours au collègue Louis de regarder, voir si c'est que j'étais fatigué, dans un mauvais moment, parce que c'est vrai, ça peut arriver des fois. Et il m'a dit, oh l'herbier, j'ai tenu 5 minutes, et puis déjà les promenades. Donc voilà. Mais ça, transportant, et en plus, ça aurait pu être intéressant si on avait raconté un peu l'histoire des plantes, pourquoi cette plante-là pousse là, l'importance des sols, mais bon, voilà.
Moi, pour moi, on passe à côté de quelque chose. Allez, on passe au film suivant qui doit être québécois, il me semble. Laissez-moi le temps de vérifier ça. Les hommes de ma mère. Canada, c'est bien ça. Hop. Les hommes de ma mère, on regarde la bande-annonce. Cher Elsie, le notaire te remettra une liste au moment venu. Sur la liste, il y a le nom de mes ex-maris. Je te demande de les retrouver afin que chacun choisisse un lieu pour disperser mes cendres en ta présence. Monsieur Dumas, je m'appelle Elsie, je suis la fille de votre ex-femme. Ah ben, sacre. I often thought about you. Wondered what happened to you. L'amitié, c'est jamais compliqué. C'est quand l'amour s'en mêle que ça le devient. From the moment you came into my life, I thought of you as my own daughter. Puis toute cette affaire-là, là, retrouver mes anciens beaux-pères, puis ça me confirme une chose, c'est que mes vrais pères, c'est eux autres, dans le fond. C'est dur de pardonner, mais c'est ce qu'il y a de plus beau au fond. Toi, t'es là. Dans des moments importants, t'as été là. J'aimerais dédier tout ça à ma tendre et imprévisible mère. Je comprends maintenant ses dernières volontés. C'est le plus beau leg qu'elle pouvait pas me faire. Film plein d'émotions et à force sympathique. Et on arrive, mesdames et messieurs, à l'instant Bollywood, l'instant que vous attendez. Oui, normalement on change d'affiche. Voilà. Et en plus, je trouve qu'on a des vrais Bollywood avec de la danse, tout ça. On retrouve un peu les grandes lignes, les grands codes, les codes de ce qu'on cherche et de ce qu'on avait beaucoup à une époque et qu'on avait plus là dernièrement. Mais là, sur ces deux-là, on les retrouve. Le premier film, Madagascar Raja, on regarde la bande-annonce. சீக்கிரம் வாங்க சார், மாத்தி மாத்தி போய்க்கலாம். டிஸ்டர்ப் பண்ணாதியா? ஆமா, உள்ள சாங் ரெக்கார்டிங்ல இருக்காரு, இவரை நாங்க டிஸ்டர்ப் பண்றோம். சிக்கப்பு குச்சிக்கு ரயில் வண்டி, பின்ன சேலம் போற வண்டி, அதுல ஏறி போகலாமா சேலம்?
துரத்து நாய் கடிக்காதே. குறுகுல காலை விடு கடிதலையா பார்க்கலாம். பொண்டாட்டி நகை அடகு வச்சு குதிரை ரேஸ் ஆட வேண்டிய வயசுல ரன்னிங் ரேஸ்க்குலாம் கூப்பிட்டு நம்மளை அசிங்கப்படுத்துறானுங்களே. நம்மால முடியுமான்னு நினைக்கிறத விட நம்மால முடியலனா எவனாலையும் முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அங்க ஒருத்தர் ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கான், இங்க ஒருத்தர் பொம்பளைங்களோட நின்னுட்டு இருக்கான். பாடியில 2 வகை இருக்கு. அது ஃபைட் பண்ற பாடி, எந்த ரொமான்ஸ் பாடி. நான் மலைப்பாம்பு மாதிரிடா. தலை தமிழ்நாட்டிலும் வாழ டெல்லியிலும் இருக்கும். எங்க தொட்டாலும் சுத்தி சுத்தி அடிப்பேன். டேய் என்னடா இது? மிஸ்ஸை கீழே விழுந்துட்ட மச்சான். அது எப்பறா மிஸ் ஆகி விழும்போது 2 பொண்ணோட விழுற? டியர் லவ்வர் நீ சூப்பர் டக்கரு. நீ ஓசிலிக்கரு ஏன் ஹார்ட் ஜம்புது. வழக்கமா எல்லா வாத்தியாரும் பாடம் நடத்தி தான் பரீட்சை வைப்பாங்க. வாழ்க்கை என்ற வாத்தியார் மட்டும்தான் பரீட்சை வச்சு பாடம் நடத்துவார். ரெடினா ஆட்டம் க்ளோஸ், இல்ல நீ ஆளே க்ளோஸ். Voilà, là on est bien, on retrouve, on a les codes, la danse, tout ça. Malgré toute l'action, une histoire d'amour. Et puis voilà. Et sur celui-ci aussi, Azad, on retrouve tous ces codes, on regarde la bande-annonce. 16 हाथ से कम कहाँ होगा? खाली स्मार्ट बॉडी है, कदकाठी से ही पता चलता है। रंग तो बहुत ही बढ़िया है। कहाँ से लाए इसे? विक्रम सिंह को घोड़ा है, आजाद। घर और गांव छिन जाए तो बचती है सिर्फ बिहड़ की गोद। हल को लोहा अगर हाथों से छिन जाए तो बचती है सिर्फ बंदूक। नमस्ते जानकी देवी, का नाम है इको? राजा। तुम जबरदस्त है यार। ए स्टेबल बॉय, औकात में। अब हम स्टेबल बॉय नहीं, अनस्टेबल बॉय। हमने इतना सुंदर घोड़ा इस जन्म में नहीं देखा। आजाद है इसको नाम। तो तैयार? हाथ छोड़ दे, हमें अपने ऊपर बैठने देना। घुड़सवारी जानते हो? घुड़सवारी के प्यार में तो आपकी तरह डाकू बने हम। डकैत नहीं, बागी। जानता है घोड़ा चलाने के लिए चाबुक का इस्तेमाल क्या होता है। जो एक गलती हुई वो दोबारा ना हो। उसको दोस्त नहीं चाहिए गोविंद, उसे सरदार चाहिए। उसका दारू चारा पानी सब देख रहे हैं और हमें बैठने तक नहीं देता है। रिश्वत से सिर्फ इंसान काबू में आते हैं, घोड़े पसीने में बहादुरी और वफा की महक से। We're still running short on men. I need 400 more for South Africa. कोई तो रोको इन जमींदारों के जुल्म को। गुलाम की तो ना मर्जी अपनी ना अंगूठा, रोकना तो पड़ेगा। बंदूक उठाई किस लिए? आजादी आपको आजाद करेगा काका। आज से तुम आओ आजाद पीछे है। नया डाकू, नया घोड़ा, बहुत ही बढ़िया। ये तो बड़ा होके आजाद से भी लंबा चौड़ा बनेगा, सबसे तेज भागेगा, क्योंकि लोग अपने आप ही इसे क्या बुलाएंगे, चेतक। Est-ce qu'ils étaient pas bien, ces deux Bollywood? Moi, je trouve que oui. Bon, on arrive à la fin de cette émission.
à la fin de cette émission et j'ai pas grand monde à raider. J'ai pas grand monde à raider. Donc, je vais vous laisser en musique. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, allez au cinéma, soyez curieux, tout ça, tout ça. À plus. All apologies. What else should I say? Everyone is gay. What else could I write? I don't have the right. What else should I be? All apologies. In the sun, I feel as one. In the sun, I'm married, buried. I wish I was like you, easily amused. Find my nest of salt. Everything's my fault. I'll take all the blame. Aquasea foam shame. Sunburn with freezer burn. Choking on the ashes of her enemy. In the sun, I feel as one. In the sun, I'm married, buried.